3 destroyers lance-missiles sont désormais déployés au large du Venezuela. Le président vénézuélien Nicolás Maduro répond maintenant en appelant à une mobilisation militaire nationale et en promettant de déployer des millions de ses propres soldats. Des centaines de Vénézuéliens rejoignent la milice à l'appel du président Nicolás Maduro. Les États-Unis doublent la récompense pour Nicolás Maduro, offrant maintenant 50 millions de dollars pour son arrestation. Tout cela fait partie du plan du président Trump pour aider à combattre les cartels de la drogue en Amérique latine. Une guerre entre les États-Unis et le Venezuela commence à sembler inévitable. Si cela éclate, ce pourrait devenir le conflit le plus important et meurtrier de la décennie. Donald Trump a mobilisé au moins 3 destroyers Arleigh Burke, un sous-marin nucléaire d'attaque, et 3 navires d'assaut amphibies, transportant environ 4500 soldats américains, dont 1200 Marines, prêts au combat. Ils sont désormais au large des côtes caraïbes du Venezuela. En représailles, le président vénézuélien, Nicolás Maduro, est passé à la télévision d'État et a appelé toute la nation à se mobiliser. Pas seulement des milliers, ni même des centaines de milliers de soldats. Il a affirmé qu'il mettrait 45 millions de membres civils de la milice bolivarienne sous les armes. Oui, tu as bien entendu, n'est-ce pas ? 4,5 millions de personnes. C'est près de 15% de toute la population du Venezuela, censée être prête à se battre et à défendre la patrie. Il parle d'un plan spécial pour couvrir tout le Venezuela de combattants patriotes, des plages aux jungles, armés de fusils et de missiles. Pour mettre en contexte, en 3 ans et demi de guerre, la Russie a mobilisé un peu plus d'1 million de soldats. Le Venezuela, sans même qu'une guerre ne soit encore en cours, affirme qu'il va mobiliser 3 fois ce nombre. Le gouvernement de Maduro a aussi interdit tous les drones civils. En 2018, il a survécu à une tentative d'assassinat, quand un drone explosif a explosé près de lui pendant un défilé militaire. Les États-Unis possédant l'armée de drones la plus avancée, on comprend l'inquiétude de Caracas. Si la situation empire, les frappes de drones seront sûrement impliquées. Mais pourquoi diable ces 2 nations s'affrontent-elles aussi violemment en ce moment ? Eh bien, tout cela se résume au narcotrafic, à des décennies de rancœur et oui, à beaucoup de pétrole. Commençons par le plus surréaliste. Une prime pèse littéralement sur le président du Venezuela, et pas n'importe laquelle. C'est la récompense la plus élevée jamais proposée publiquement par le gouvernement américain. Washington a offert une récompense de 50 millions de dollars pour toute information pouvant mener à l'arrestation de Nicolás Maduro. Pour comparaison, Oussama Ben Laden, terroriste le plus recherché après le 11 septembre, avait seulement 25 millions, soit la moitié. Pour Washington, Maduro compte parmi les plus grands narcotrafiquants mondiaux, voire le principal. Les responsables américains affirment qu'ils travaillent main dans la main avec les cartels de la drogue pour inonder le marché américain de cocaïne coupée au fentanyl. La cocaïne, un stimulant, inonde le cerveau de dopamine, provoquant euphorie, confiance et énergie. Le fentanyl, en revanche, c'est l'opposé. C'est un opioïde synthétique, près de 50 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus fort que la morphine. 2 mg, quantité tenant sur une pointe de crayon, peuvent tuer un adulte sain. La cocaïne stimule le corps, le fentanyl l'arrête, et lorsque les deux se rencontrent, le corps ne sait pas comment réagir. Le cœur s'emballe, les poumons ralentissent, le cerveau fonctionne mal, et puis en quelques minutes, la respiration s'arrête tout simplement. C'est pourquoi tant de surdoses ne sont pas vraiment des surdoses au sens traditionnel. Ce sont des meurtres. Nombreux sont ceux qui croient consommer une dose normale de cocaïne, mais prennent en fait une dose mortelle de fentanyl dissimulée. Et la raison pour laquelle cela continue d'arriver, c'est parce que le fentanyl coûte presque rien à produire. Les cartels et les dealers de rue le glissent dans la cocaïne, l'héroïne, même dans des pilules contrefaites, parce que chaque microgramme augmente leur stock et gonfle leurs profits. Ils savent les risques, et qu'il en faut peu pour tuer, mais ce ne sont que quelques dollars de plus pour eux. Les overdoses de drogue étaient déjà l'une des principales causes de mortalité en Amérique, faisant des dizaines de milliers de morts chaque année. Mais le fentanyl a transformé cette épidémie en quelque chose de plus sombre, et les cartels vénézuéliens l'utilisent comme une arme chimique et tirent à profit des morts même qu'ils provoquent. Voilà pourquoi Trump s'est autant concentré sur ce combat. Pour lui, les stupéfiants comme le fentanyl et la cocaïne sont des armes silencieuses détruisant les communautés américaines. Ainsi, dès son premier jour de retour au pouvoir en janvier, il a signé un décret qui a essentiellement placé les cartels dans la même catégorie juridique qu'Al-Qaïda ou Daesh.
Il a demandé à son ministère des Affaires étrangères de qualifier les cartels et gangs les plus violents d'Amérique latine d'organisations terroristes étrangères. Qualifier les cartels de terroristes permet aux États-Unis d'employer l'armée et le renseignement contre eux, avec des peines plus sévères pour toute personne leur apportant un soutien. Cela signifie que l'armée américaine peut officiellement agir contre eux partout où ces cartels opèrent, que ce soit dans les montagnes mexicaines ou les jungles vénézuéliennes. En février, 8 organisations criminelles de l'hémisphère occidental ont été déclarées organisations terroristes étrangères, notamment les tristement célèbres cartels mexicains de Sinaloa et de Jalisco, le gang Mara Salvatrucha, 13 du Salvador et le Tren de Aragua du Venezuela. Pour Washington, les trafiquants vénézuéliens sont le plus gros problème. Depuis des décennies, les États-Unis avertissent Caracas sur le trafic de drogue sur son territoire, mais la situation empire chaque année. En août, le procureur général des États-Unis a doublé la prime sur Nicolás Maduro à 50 millions de dollars, évoquant sa collaboration avec le cartel de la drogue de l'armée vénézuélienne, le cartel de Los Soles et le cartel de Sinaloa au Mexique. Ensemble, ils sont accusés d'inonder les États-Unis de cocaïne coupée au fentanyl. C'est précisément pour cette raison que vous voyez maintenant des destroyers américains et des marines au large des côtes du Venezuela. Le Pentagone présente ce déploiement naval comme une opération anti-drogue. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'une véritable démonstration de force, non seulement à l'égard des cartels, mais aussi des nations qui les soutiennent secrètement. Ces navires de guerre ne sont pas seulement là pour arrêter les bateaux de contrebandiers. Ils peuvent effectuer une surveillance électronique, recueillir des renseignements et, sur ordre, lancer des frappes de précision depuis la mer. Les États-Unis frappent Maduro de tous les côtés. Offrir une telle prime sur un dirigeant le stigmatise à l'international et crée de la paranoïa dans son cercle. Qui est loyal ? Qui est tenté par ces millions ? Un général ou même un garde du corps pourrait-il le trahir ? Ce genre de paranoïa ronge un régime de l'intérieur. Quand Washington a inculpé Maduro pour trafic de drogue en 2020, il s'en est moqué à la télévision, affirmant que les accusations le font rire et les rejetant comme un prétexte à un changement de régime. C'est justement le point. Il s'agit d'un changement de régime. Depuis 2013, Maduro garde le pouvoir via des élections truquées, interdisant, emprisonnant ou exilant presque toute l'opposition pouvant le défier. Mais la rancœur entre Washington et Caracas dépasse Maduro. Il n'est pas apparu de nulle part. Il a été le successeur choisi par Hugo Chavez, le socialiste fougueux, qui a pris le pouvoir en 1999. Chavez a bâti son identité sur son rôle de révolutionnaire anti-américain du XXIe siècle. En 2006, il a pris la parole à l'Organisation des Nations Unies pour s'exprimer sur le président américain George W. Bush. Et savez-vous de quoi Bush avait parlé juste un jour plus tôt ? Oui, son discours n'avait rien à voir avec Chavez. C'était la civilisation contre la terreur, un appel à l'unité contre ceux qui utilisent la peur comme arme. En gros, c'était le même message générique de Bush après le 11 septembre, mais pour Chavez, c'était comme si Bush le visait personnellement devant tout le monde. Vous voyez ? Lorsque Chavez est arrivé au pouvoir en 1999, il s'est présenté comme l'héritier de Simón Bolívar, le libérateur de l'Amérique du Sud. Il a décrit les États-Unis comme un empire moderne intervenant en Amérique latine. Presque immédiatement, sa révolution bolivarienne est entrée en conflit avec les intérêts pétroliers américains. Le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Chavez savait l'influence que cela lui donnait et a investi des milliards de pétrodollars dans des programmes sociaux qui l'ont rendu très populaire auprès des pauvres du Venezuela. Il a aussi fait du pétrole un outil géopolitique. Il le vendait moins cher à ses alliés, gagnait en influence régionale et utilisait les profits pour créer des blocs anti-américains. Il a resserré ses liens avec Cuba de Fidel Castro, s'est rapproché de l'Iran, de la Russie et de l'Irak de Saddam Hussein, alors ennemi majeur des États-Unis. Et bien sûr, si vous touchez aux intérêts d'une superpuissance, elle réagira. Et c'est exactement ce que les États-Unis lui ont fait. En 2002, il a affronté une tentative de coup d'État et a accusé l'administration Bush d'implication. Bien que Washington ait nié tout rôle direct, des responsables américains avaient rencontré les instigateurs du coup d'État. Et la Maison-Blanche s'est empressée de saluer la brève éviction de Chavez. Le problème pour Washington, c'est que Chavez n'était pas parti pour toujours. 2 jours plus tard, après une grande manifestation et le soutien de loyalistes dans l'armée, il était de retour au palais présidentiel, plus en colère et convaincu que jamais. Dès lors et jusqu'à la fin de sa présidence, Chavez a imputé presque tous ses problèmes, du chaos économique aux manifestations, à l'impérialisme américain. C'était son bouclier, son cri de ralliement et le pilier de sa révolution bolivarienne. Lorsque les États-Unis ont envahi l'Afghanistan et l'Irak, Chavez a intensifié ses efforts. Il a publiquement raillé Bush, le surnommant Monsieur Danger, et accusé Washington de propager la terreur au nom de la démocratie.
Washington a alors considéré le Venezuela comme un État problématique. En 2005, les États-Unis ont stoppé les ventes d'armes, accusant le Venezuela de ne pas coopérer contre le terrorisme et le trafic de drogue. En 2006, la même année, que le discours du diable tristement célèbre de Chavez à l'Organisation des Nations Unies, le département d'État a officiellement déclaré que le Venezuela ne respectait pas ses obligations internationales en matière de lutte contre les stupéfiants. C'est ainsi que l'ère des sanctions a commencé, et les tensions ne se sont jamais vraiment apaisées après cela. Lorsque Nicolás Maduro a succédé à Chavez en 2013 après sa mort, le Venezuela était déjà en conflit avec les États-Unis. En 2015 sous Obama, les États-Unis ont imposé des sanctions ciblées à des responsables vénézuéliens pour violation des droits de l'homme et corruption. Obama a signé un décret déclarant le Venezuela menace pour la sécurité nationale, ouvrant la voie à des mesures plus strictes. Puis est arrivé le premier mandat de Donald Trump, qui a porté cette confrontation entre les États-Unis et le Venezuela à un tout autre niveau. Trump a ouvertement qualifié Maduro de dictateur, et il continue de l'appeler ainsi jusqu'à aujourd'hui. Il a aussi refusé de reconnaître la réélection contestée de Maduro en 2018 largement jugée frauduleuse. En janvier 2019, lorsque Maduro s'est autoproclamé pour un nouveau mandat, Washington a reconnu officiellement l'opposant Juan Guaidó comme président intérimaire du Venezuela. Washington a soutenu Guaidó, chef du Congrès autoproclamé président intérimaire lors de manifestations. Plus de 50 pays ont vite suivi les États-Unis. C'était une offensive diplomatique inédite visant à retirer à Maduro sa légitimité et à isoler son gouvernement à l'international. La Maison-Blanche pensait que la pression, les manifestations et la crise économique forceraient Maduro à partir. En avril 2019, il a brièvement semblé que cela pourrait arriver. Guaidó et une poignée d'officiers déserteurs ont tenté de déclencher un soulèvement militaire à Caracas. Les chars ont roulé, la foule s'est rassemblée, et pendant quelques heures tendues, il a semblé qu'un coup d'État allait enfin le renverser. Mais les hauts gradés de l'armée sont restés fidèles à Maduro, et, à la nuit tombée, la tentative avait échoué. Nombreux Américains voulaient une intervention militaire, mais Trump a refusé et mené une guerre économique à la place. Dès 2019, les États-Unis ont imposé au Venezuela des sanctions paralysantes, dont un embargo sur son pétrole, ressource vitale. Washington a gelé CITGO, la filiale américaine du Venezuela, bloqué l'accès de Maduro à ses revenus et interdit aux entreprises américaines d'acheter du pétrole brut vénézuélien. Les alliés ont été poussés à faire de même. Du jour au lendemain, le Venezuela a perdu son principal client, les États-Unis, rendant les transactions en dollars quasi impossibles. L'objectif était de couper les liquidités du régime, d'accélérer sa chute et de pousser Maduro au départ. La pression a été efficace. L'économie vénézuélienne, déjà en déclin, s'est effondrée. En 2020, des millions de Vénézuéliens fuyaient la plus grande crise de réfugiés de l'histoire moderne d'Amérique latine, marquée par hyperinflation, pénurie et coupure de courant. Le pays s'effondrait. Pourtant, Maduro a survécu grâce à la loyauté de ses généraux et au soutien de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de Cuba, qui l'ont aidé à contourner les sanctions américaines. Grâce à des expéditions secrètes de pétrole, des ventes d'or clandestines et un labyrinthe de montages financiers occultes, ces bouées de sauvetage ont permis au régime de survivre, alors que les Vénézuéliens ordinaires en payèrent le prix. Déçu, l'équipe de Trump a adopté des mesures plus extrêmes. En mars 2020, le ministère de la Justice américain a inculpé le président Maduro et plusieurs hauts responsables vénézuéliens pour narcoterrorisme. Le département d'État propose 15 millions de dollars pour des informations menant à l'arrestation ou la condamnation de Maduro. C'était la première fois que Washington offrait une prime pour un chef d'État en exercice dans l'hémisphère occidental. Pour les Vénézuéliens, cela paraissait irréel. Le président en exercice était officiellement recherché par les tribunaux américains comme fugitif. Washington n'avait fait cela qu'une seule fois auparavant, contre Manuel Noriega au Panama dans les années 1988. Dans ce cas, les États-Unis ont envahi. Trump aurait aussi demandé à ses planificateurs si un blocus naval était possible. En avril 2020, les États-Unis ont lancé une grande opération anti-drogue dans les Caraïbes et l'Est du Pacifique. Des destroyers, Airborne Warning and Control System avions de surveillance, patrouilleurs et hélicoptères ont été déployés sous le Southern Command. En quelques semaines, le Pentagone a saisi plus de 100 tonnes de cocaïne et de marijuana. Près de 1000 trafiquants arrêtés et 3 milliards de dollars retirés au cartel et proches de Maduro. Après plusieurs semaines de patrouilles et de renseignements, la démonstration de force s'est essoufflée. Les navires ont été réaffectés, les ressources retirées. Et puis, alors que la situation semblait s'apaiser, est arrivée l'opération Gideon, en mai 2020. Quelque chose qui semble trop fou pour ne pas être mentionné.
Si l'intelligence artificielle vous inquiète par ses effets sur les emplois, les industries, l'éducation ou l'économie, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Un rapport de l'université Rutgers indique que 70% des travailleurs américains sont préoccupés par l'usage de l'intelligence artificielle par les employeurs pour prendre des décisions. 3 sur 10 redoutent que l'intelligence artificielle supprime leur emploi. Les experts s'accordent, d'ici 2030, 30% des emplois seront automatisés par l'intelligence artificielle et 44% des travailleurs remplacés. Cela signifie que vous devez faire attention si vous voulez éviter de devenir une victime. C'est pourquoi nous avons récemment réalisé une vidéo YouTube qui explique en détail ce qui se passe réellement en coulisses. Et comment les gens se préparent non seulement à survivre, mais aussi à profiter de la révolution de l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de devenir programmeur, ni de créer le prochain ChatGPT. Il faut identifier le vrai levier, à mesure que l'intelligence artificielle progresse, et comment des individus l'utilisent déjà pour créer des carrières plus sûres. Si l'avenir vous inquiète ou si vous êtes curieux de vos options, regardez cette vidéo sur YouTube, en cliquant sur le lien en description ou la fiche à l'écran. Début mai, environ 60 dissidents vénézuéliens et d'anciens soldats américains ont tenté d'entrer au Venezuela par la mer pour capturer Maduro. La mission, menée par Jordan Goudreau, entrepreneur en sécurité en Floride, prétendait avoir un accord avec des opposants pour renverser le régime. Débarqués de bateaux de pêche, ils ont été aussitôt pris en embuscade. 8 insurgés ont été tués et des dizaines capturés, dont 2 ex-soldats américains, anciens bérets verts, maintenant emprisonnés au Venezuela. Washington a nié toute implication, à juste titre. La Associated Press avait déjà révélé le plan, et des responsables américains avaient averti Goudreau d'abandonner la mission. Finalement, l'incident a été très embarrassant pour l'opposition vénézuélienne et a permis à Maduro de faire de la propagande. Il a affirmé à la télévision que cela prouvait des complots américains, accusant Washington de vouloir l'assassiner et renverser la révolution. Début 2021, à la fin du mandat de Trump, Maduro était toujours en poste. Le soi-disant gouvernement intérimaire de Juan Guaidó n'avait jamais réussi à gouverner quoi que ce soit, et avec le temps, l'opposition s'est fracturée. Plusieurs pays l'ayant reconnu se sont retirés discrètement lorsque le statu quo est devenu évident. Le Venezuela continuait de traverser une catastrophe économique, avec des millions de citoyens supplémentaires affluant vers la Colombie, le Pérou, le Brésil et au-delà, créant une crise de réfugiés comparable à celle de la Syrie. Et pourtant, Maduro a survécu, grâce à la loyauté de ses généraux, qu'il a gardés près de lui en leur accordant des privilèges, et grâce au soutien de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de Cuba. Joe Biden est arrivé au pouvoir, n'aimant pas plus Maduro que Trump. Il l'a qualifié de dictateur et a gardé les principales sanctions. Biden privilégiait la négociation à la pression. Son administration a engagé des discussions pour restaurer une apparence de démocratie. Et lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en mars 2022, tout a changé. Washington a soudain manqué de pétrole après les sanctions sur le brut russe, coupant l'approvisionnement et obligeant le monde à chercher une autre source. Devinez quoi ? Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole mondiales. Joe Biden a donc tenté sa chance. En mars 2022, des hauts responsables américains se sont rendus discrètement à Caracas pour rencontrer Nicolás Maduro, les premières discussions de haut niveau depuis des années. Les États-Unis envisagèrent d'alléger les sanctions pétrolières. Washington espérait qu'en offrant des concessions, Nicolás Maduro s'éloignerait de Vladimir Poutine et relancerait les exportations de pétrole pour stabiliser le marché mondial. Nicolás Maduro, sûr de son avantage, a déroulé le tapis rouge, souri et posé pour des photos avec les envoyés au palais de Miraflores. Quelque chose d'inimaginable un an auparavant. Finalement, Nicolás Maduro avait des exigences extrêmes, la levée totale des sanctions et la reconnaissance de sa présidence. Mais les États-Unis exigeaient des élections libres, la libération des prisonniers politiques et un vrai processus démocratique. Donc oui, il n'y avait pas beaucoup de progrès, mais la glace était brisée. En geste de bonne volonté, le Venezuela alla libérer 2 Américains, en mars 2022. En octobre 2022, Maduro a libéré 7 Américains, dont des cadres de Citco, en échange de 2 neveux de son épouse. Le duo connu sous le nom des narco-neveux avait été condamné par un tribunal américain pour avoir tenté de faire passer près d'1 tonne de cocaïne. Fin 2022, les États-Unis tentaient une autre approche. L'administration Biden a accordé à Chevron, la dernière grande compagnie pétrolière américaine présente au Venezuela, une licence limitée pour reprendre l'extraction et l'exportation de pétrole brut. Washington espérait que l'assouplissement de quelques sanctions inciterait le gouvernement Maduro à négocier. Pour le Venezuela, désespéré de liquidités et de débouchés, c'était une bouée de sauvetage. Pour les États-Unis, c'était un moyen de pression.
Pendant un bref instant, Maduro a même adouci son ton. Au lieu de dénoncer l'impérialisme yankee, il a évoqué investissement, coopération et réconciliation. Des responsables américains suggèrent qu'une avancée du Venezuela vers une élection présidentielle libre en 2024 pourrait entraîner un allègement des sanctions. Pour la première fois depuis des années, un faible espoir apparaissait que la crise vénézuélienne se résolve par la négociation plutôt que par la guerre ou l'effondrement. La carotte de l'allègement des sanctions était sur la table. La question restait de savoir si Nicolás Maduro allait vraiment mordre à l'hameçon. En 2024, cet espoir s'est éteint lentement. Les discussions entre Nicolás Maduro et l'opposition ont stagné, et personne ne croyait sérieusement qu'il risquerait le pouvoir lors d'un vote équitable. Effectivement, lors de la saison électorale, son régime a interdit les candidats d'opposition populaire et organisé l'élection à ces conditions. Fin 2024, Nicolás Maduro s'est proclamé vainqueur d'un nouveau mandat, malgré des élections jugées non libres ni équitables. Les chefs de l'opposition restaient emprisonnés ou exilés, les médias censurés et la commission électorale sous contrôle gouvernemental. L'autorité électorale a déclaré sa victoire sans publier tous les résultats. L'opposition a déclaré que son suppléant avait gagné, soutenu par une grande partie de la communauté internationale. Mais cela n'a rien changé. En janvier 2025, Maduro a de nouveau prêté serment. Avec Trump de retour à la Maison-Blanche, les États-Unis ont de nouveau refusé de reconnaître la victoire de Maduro, comme en 2018. Pour Washington, Maduro était un dictateur illégitime se maintenant par élections truquées et répression. Toute la bonne volonté acquise pendant la trêve de 2022, 2023 s'est évaporée, préparant le terrain pour des États-Unis encore plus combatifs. Trump, 20 ans, n'a pas perdu de temps. À ce moment, il a reconnu 8 groupes criminels latino-américains, dont celui du Venezuela, comme organisation terroriste étrangère. Tren Aragua. Jusqu'à récemment, Tren Aragua était peu connu en dehors de la région. Mais il y a environ une dizaine d'années, dans une prison vénézuélienne, Tren Aragua s'est transformé en un immense syndicat du crime transnational. Ils étaient impliqués dans tout, trafic de drogue, traite des êtres humains, extorsion, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Selon les autorités américaines, Tren Aragua s'est implanté en Colombie, Brésil, Pérou et aux États-Unis par les routes migratoires. Les membres de Tren Aragua sont présents dans plusieurs villes américaines, profitant des flux de migrants vénézuéliens désespérés, fuyant leur pays. Cela correspond à l'agenda frontalier de Trump, réprimer les gangs et renforcer la frontière. Il a souvent associé l'effondrement du Venezuela à l'arrivée de migrants à la frontière sud des États-Unis. En blâmant les dictateurs communistes et les cartels pour cette vague vers le nord, il a défendu des contrôles frontaliers plus stricts comme une question de sécurité nationale, pas seulement d'immigration. Le gouvernement de Maduro, de son côté, insiste sur le fait que Washington n'a aucune preuve et affirme que les États-Unis veulent simplement un changement de régime pour contrôler le pétrole du Venezuela. Caracas affirme que la plupart du fentanyl illicite aux États-Unis vient des cartels mexicains, utilisant des précurseurs chinois et non du Venezuela. Techniquement, le Venezuela n'est pas un grand producteur de fentanyl, mais il sert de voie de transit pour la cocaïne colombienne. C'est là que le dossier américain contre Maduro s'affine. De nombreuses preuves circonstancielles suggèrent que le cercle proche de Maduro, voire Maduro, est fortement impliqué dans le trafic de drogue. Au fil des ans, plusieurs généraux vénézuéliens, dont un ex-ministre de la Défense et un ancien chef du renseignement militaire, ont été inculpés ou arrêtés à l'étranger pour trafic. Le terme « cartel des soleils » provient directement du réseau des généraux vénézuéliens. Dans l'armée vénézuélienne, les officiers supérieurs portent des insignes en forme de soleil sur leurs épaulettes pour marquer leur grade. Au fil du temps, les enquêteurs ont constaté que de nombreux officiers accusés de trafic de cocaïne et de protection portèrent ces soleils sur leurs uniformes. Le surnom « cartel des soleils » est resté, évoquant leur grade militaire et leur rôle dans le transport de cocaïne au Venezuela. Il y a aussi le lien familial mentionné plus tôt. En 2015, deux proches parents de Maduro, les neveux de son épouse Celia Flores, ont été arrêtés lors d'une opération de la Drug Enforcement Administration en Haïti, surpris en transportant 800 kg de cocaïne. Condamnés par un tribunal fédéral américain, ils ont passé des années en prison avant d'être échangés en 2022. Qui peut croire sérieusement que le président ignorait l'implication de sa famille dans ce trafic ? L'aéroport de l'État vénézuélien a aussi été associé à des tentatives de trafic impliquant la famille présidentielle. Si ce n'est pas de la corruption au sommet du régime, alors qu'est-ce que c'est ? C'est pourquoi, une fois que ces cartels ont été qualifiés d'organisations terroristes, avec Maduro accusé de les diriger ou protéger, les États-Unis pourraient appliquer des mesures sévères. La menace d'utiliser la force est jugée moralement justifiée contre son régime. Après tout, qui va se lever pour défendre un dictateur narco-terroriste ? Cela permet aussi d'éviter la délicate question de la souveraineté.
Si vous pouvez convaincre le monde que votre cible n'est pas un chef d'État légitime, mais un parrain de la mafia déguisé en président, quelqu'un dont le réseau tue près de 10 000 Américains par an, les opérations pour l'attraper ressemblent plus à du maintien de l'ordre qu'à des invasions. En 1989, les États-Unis ont fait de même, quand le général Manuel Noriega du Panama a été accusé de trafic de drogue. Le président George Herbert Walker Bush a déployé 27 000 soldats pour l'opération Just Cause. Ils ont renversé Noriega, l'ont emmené à Miami, où il a passé sa vie entre différentes prisons. Washington voudrait rejouer ce scénario, cette fois avec Maduro. Se montrer dur envers le Venezuela est très populaire en Floride. La Floride abrite une immense communauté d'exilés vénézuéliens et de cubano-américains qui détestent le socialisme. Maduro, bien sûr, raconte une toute autre histoire. Pour lui, c'est l'impérialisme Yankee 2.0, un complot pour voler le pétrole du Venezuela et imposer un régime fantoche. Et oui, il est impossible d'ignorer le pétrole dans cette histoire. Pendant une grande partie du XXe siècle, le Venezuela était l'un des principaux fournisseurs de pétrole des États-Unis. Sous Chavez et Maduro, surtout après les sanctions américaines, le pétrole brut est de plus en plus exporté vers la Chine, l'Inde et des circuits illicites pour contourner les sanctions. À la fin des années 1990, le Venezuela produisait plus de 3 millions de barils par jour. En 2013, la production atteignait 2,3 millions. Mais en 2020, elle chutait à 50 000, 80 000 barils par jour. Récemment, elle est autour de 80 000 à 90 000 barils par jour. Entre 2023 et 2025, l'industrie est dévastée. Il n'y a plus qu'une ou deux plateformes de forage actives dans tout le pays, contre plus de 80 il y a 10 ans. Même sans sanctions, le Venezuela ne pourrait inonder le marché aussitôt. Il faudrait des années d'investissement pour se reconstruire. Dans un monde avide de pétrole au prix volatile, notamment avec la guerre en Russie, et l'organisation des pays exportateurs de pétrole, le pétrole vénézuélien est un atout majeur. Les États-Unis, la Chine et d'autres le savent parfaitement. Pour les États-Unis, réintégrer le pétrole vénézuélien dans la chaîne d'approvisionnement occidentale serait une grande victoire. Mieux vaut que ce pétrole approvisionne les marchés mondiaux, plutôt qu'il soit engagé dans des accords douteux avec la Chine, ou abandonné par un régime chaotique. Et c'est précisément pour cette raison qu'aujourd'hui, les seuls véritables soutiens qui maintiennent le Venezuela à flot sont la Chine et la Russie, qui permettent au gouvernement de Maduro de survivre alors que le reste du monde lui a tourné le dos. Pékin a investi des dizaines de milliards au Venezuela ces 15 dernières années, surtout via des prêts garantis par le pétrole que Caracas peine à rembourser. Une entreprise chinoise privée a signé un accord de 20 ans pour produire 60 000 barils par jour dès 2026. Rosneft, société russe, a investi plus d'1 milliard de dollars et aidé Caracas à vendre discrètement du pétrole. Quand les États-Unis ont accru leur présence militaire près du Venezuela, Pékin n'a pas apprécié. La sécurité énergétique chinoise dépend de quelques fournisseurs, dont le Venezuela. Pékin a donc vite averti publiquement contre le renforcement militaire américain, affirmant qu'aucun pays ne doit utiliser ou menacer d'utiliser la force au Venezuela. Saisissant une opportunité, Nicolás Maduro a commencé à afficher son amitié avec la Chine plus que jamais. Dans un discours récent, lors d'un congrès des enseignants, il a sorti un smartphone Huawei, affirmant que c'était un cadeau personnel du président Xi Jinping, et qu'il pouvait désormais appeler Xi par téléphone satellite quand il voulait. Avec un sourire, Nicolás Maduro a même lancé un maladroit « Ni hao she », ce qui signifie « bonjour, merci » en mandarin, dans le téléphone. C'était maladroit, mais cela montrait le soutien de la Chine. La semaine dernière, l'ambassadeur de Chine à Caracas a rencontré Nicolás Maduro pour célébrer les avancées de leur partenariat. Nicolás Maduro s'est vanté sur les réseaux sociaux des progrès de l'économie, de la science, de la technologie, de l'intelligence artificielle et de la relation avec la Chine, qualifiée de sœur du Venezuela. Cependant, de façon réaliste, le soutien réel de la Chine reste limité. Après avoir à peine survécu à la guerre tarifaire de Donald Trump, et avec sa propre économie qui peine à retrouver son élan, la Chine n'a aucune envie d'un affrontement direct avec Washington au sujet du Venezuela. Donc oui, la Chine s'opposera fermement à une intervention américaine, en principe, protestera diplomatiquement et peut-être augmentera discrètement ses échanges commerciaux avec le Venezuela, mais elle n'interviendra pas physiquement en faveur du Venezuela. La Russie est clairement empêtrée en Ukraine, gaspillant ressources et attention. Mais la Russie a aussi une coopération militaire avec le Venezuela. Ils ont récemment envoyé des bombardiers à Caracas, fait des exercices conjoints, et Moscou cherche à provoquer les États-Unis partout où c'est possible. Actuellement, les responsables russes pourraient inciter Maduro à tenir bon, et la Russie tenter de fournir du matériel militaire au Venezuela si besoin. Si les États-Unis aggravaient la situation, la Russie pourrait se servir du Venezuela comme monnaie d'échange. Quelque chose comme « Eh bien, nous reculerons au Venezuela si vous reculez en Ukraine ».
Après tout, le Venezuela est l'une des rares cartes que la Russie possède dans l'hémisphère occidental. Si les tensions s'intensifiaient vraiment, alors une guerre au Venezuela pourrait être longue et brutale. Le Venezuela compte près de 30 millions d'habitants, et même si son armée régulière a été affaiblie par des années de corruption et de négligence, elle reste tout de même importante. Environ 10 000 personnels, incluant forces spéciales, blindés et défenses aériennes. Il y a aussi la revendication de Maduro de 4 à 5 millions de miliciens. En réalité, le nombre réel de miliciens armés actifs pourrait être bien plus bas, mais même une fraction de 4 millions compliquerait une intervention étrangère. S'ajoutent les groupes de guérilla colombiens, comme l'Armée de Libération Nationale actif librement au Venezuela, avec l'accord du gouvernement. Et vous commencez à voir à quel point la situation pourrait vraiment devenir chaotique. Ce ne serait pas comme l'Irak en 2003, où les forces américaines ont rapidement pris Bagdad. Caracas, capitale dense et tentaculaire, pourrait être le théâtre d'insurrections prolongées et de combats urbains épuisants en cas de guerre. Au-delà du champ de bataille, le coût humain serait stupéfiant. Des millions de réfugiés supplémentaires quitteraient le Venezuela pour la Colombie, le Brésil et d'autres pays, accentuant la pression sur des voisins déjà débordés par l'exode. Alors, Washington est-il vraiment prêt à aller aussi loin? Probablement pas, du moins pas encore. Le déploiement de destroyers et d'un sous-marin d'attaque évoque plutôt une préparation à un blocus ou une quarantaine. Peut-être des frappes limitées contre des cibles de cartels ou militaires, appuyées par drones et surveillance. Maduro pourrait aussi tout miser sur des tactiques asymétriques. Son gouvernement collabore avec divers acteurs non étatiques. Par exemple, le Venezuela aurait des liens avec des groupes rebelles colombiens, et possiblement avec des agents du Hezbollah libanais. Dans un scénario cauchemardesque, si Maduro pensait vraiment qu'il allait être renversé, lui ou ses alliés pourraient parrainer des activités perturbatrices. Cela peut aller de cyberattaques à la provocation de troubles voisins, voire, dans un scénario improbable mais possible, à faciliter une attaque terroriste contre les intérêts américains par vengeance. Ceci est quoi spéculatif, mais face à une menace existentielle, les dirigeants prennent souvent des mesures désespérées. Pendant ce temps, les Vénézuéliens ordinaires en paient le prix. Ils ont déjà subi des années d'hyperinflation, de panne d'électricité, de pénurie et de répression. Ils n'ont pas besoin que leur pays devienne un champ de bataille pour une guerre par procuration ou directe. Certains Vénézuéliens plaisantent, même, avec une pointe de cynisme, qu'une invasion américaine pourrait au moins apporter des dollars et des emplois. Mais derrière cet humour se cache de l'épuisement. Où cela nous mène-t-il? Honnêtement, au bord du gouffre, et des issues diplomatiques existent encore. Des pays comme la France, l'Espagne et certains États d'Amérique latine proposent des élections surveillées en échange d'un allègement des sanctions et de la levée de la prime. Même le Vatican, qui a déjà joué un rôle de médiateur, essaie peut-être d'apaiser la situation. Maduro lui-même a récemment laissé entendre qu'il était ouvert au dialogue. Dans les semaines à venir, nous verrons si ces navires de guerre américains au large des côtes du Venezuela se préparent réellement à une invasion, ou s'ils ne sont que des pions sur un échiquier. Destinés à intimider, à faire pression, à rappeler à Maduro que son temps touche peut-être enfin à sa fin.